Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer par citer le New York Times, un journal de référence pour tout bon atlantiste qui se respecte. Le 5 janvier, le New York Times a clairement tiré la sonnette d'alarme en confirmant une accélération du programme nucléaire iranien et la capacité de Téhéran à développer une bombe atomique en moins de 5 ans. C'était le 5 janvier, mais c'était le 5 janvier 1995. Le Time Magazine, de son côté, confirmait, je cite, « le caractère extrêmement avancé du programme nucléaire ». Mais c'était en 2003. Et les mensonges de 2003, nous les connaissons. Cette année-là, Colin Powell, une main sur le cœur et l'autre agitant une fiole d'anthrax, garantissait au monde l'existence d'armes chimiques en Irak. Trump change d'avis et de but de guerre comme de cravate. Mais ce qui ne change pas depuis des décennies, c'est la capacité des États-Unis d'Amérique à se proclamer garante de la stabilité du monde en déclenchant des guerres illégales sur des fondements fallacieux. Et George W. Bush avait montré la voie. Rassurons-nous ou inquiétons-nous, l'agressivité américaine n'est pas la seule constante des relations internationales. Le caractère terroriste, sans doute aucun, du régime iranien et de ses affidés déçoit rarement lui aussi. Ne serait-ce que ces dernières années, nous avons assisté le cœur lourd au massacre d'un peuple par ses propres dirigeants, par dizaines de milliers depuis le début de l'année 2026, et après une répression déjà inédite par son ampleur contre les femmes qui ont montré à tous leurs compatriotes la voie de la résistance. Au groupe socialiste, nous sommes fiers d'avoir été à cet égard parmi les premiers à demander l'inscription du corps des gardiens de la Révolution sur la liste européenne des organisations terroristes. Une autre constante depuis quelques années est celle de l'expansionnisme israélien et de la disproportion de ses initiatives. Intensification de la colonisation et volonté d'annexion en Cisjordanie, massacres et contrôles des territoires à Gaza, répétition d'opérations de contrôle du Sud-Liban sont autant de marques de l'hubris des gouvernements israéliens. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas la revue de presse des malheurs du monde, mais la position de la France, la réalité de ses marges de manœuvre et de sa capacité à peser sur les événements d'une région où sa voix a porté dans un passé encore récent à travers ce qu'on a appelé la politique arabe de la France. La France n'a pas voulu cette guerre. Ceux qui respectent le droit international n'ont pas voulu cette guerre et ceux qui l'ont voulu peinent à la justifier, car comment la justifier? Par l'effondrement du régime, outre le fait que l'histoire nous a appris que les peuples n'aiment pas les missionnaires en armes, le cas d'espèce du régime iranien semble infirmer cette possibilité à court terme. En s'assurant de l'anéantissement des capacités militaires du régime, quels services de renseignement peuvent aujourd'hui le garantir? Si ce sont les mêmes que ceux qui avaient proclamé le désarmement effectif du Hezbollah il y a quelques mois, nous sommes autorisés à douter. En garantissant que l'Iran n'atteindra pas son objectif nucléaire militaire, capacité de projection comprise, les déclarations des hauts gradés récemment démissionnaires aux États-Unis ont infirmé l'imminence du danger. Et d'ailleurs, Monsieur le Premier ministre, de quelles informations disposez-vous quant à la réalité des capacités de charge nucléaire comme de projection du régime iranien? C'est ma première question. Si les guerres continuaient à être menées au nom du doute, comme les assassinats politiques au nom de l'efficacité militaire, le monde pourrait connaître un embrasement généralisé. Qu'aurait-on dit à l'époque si un dirigeant d'un pays arabe avait frappé, avec une frappe évidemment chirurgicale, la maison de Colin Powell avec sa famille? Et d'ailleurs, l'assassinat du terroriste Nasrallah, pour quel résultat? Nous assistons à un de ces moments de l'histoire où les gains de court terme privent les peuples de dirigeants avec la hauteur de vue nécessaire pour construire un long terme enviable. Trump est celui, personne ne le rappelle, qui a mis fin à l'accord sur le nucléaire civil iranien. Les mollahs sont de ceux qui choisissent de faire couler le sang de leurs compatriotes plutôt que de perdre leur pouvoir. Et Netanyahou sème les germes de la haine sur plusieurs générations plutôt que de chercher la stabilité et la paix par la prospérité de ses voisins. Ils sont très loin des accords d'Abraham. Cette guerre illégale, je crois que c'est important de le dire, ce n'est pas seulement une guerre que nous n'avons pas voulu ou une guerre pour laquelle il n'y a pas eu de concertation. C'est une guerre illégale, en dehors du droit international, n'apportera ni la liberté aux Iraniens, ni la stabilité aux Libanais, ni la sécurité aux Israéliens et aux États-Unis, comme le soulignent nombre d'experts.
car nous vivons ce moment de bascule où même les formes illusoires de la règle de droit sont pulvérisées à coups de missiles patriotes par l'hubris de la puissance militaire. Washington n'a jamais tiré la leçon d'Athènes dans la guerre du Péloponnèse. Imaginant un dialogue entre les habitants de l'île de Mélos et les Athéniens, Thucydide écrit alors que la justice n'entre en ligne de compte dans le raisonnement des hommes que si les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forts exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. Les États-Unis ont pourtant déjà connu ce moment mélien, au Vietnam, en Irak et même au Venezuela récemment, cédant à la tentation de régler par la force et le coup d'État ce que le droit international ne permettait pas. Il y a 2400 ans, le peuple mélien a fini massacré par Athènes, seules les femmes et les enfants furent épargnés. Tel ne fut pas le cas des écoliers tués par la frappe américaine sur la ville de Minab. Tel ne fut pas le cas des 3200 Iraniens tombés sous les bombes israélo-américaines. Tel ne fut pas le cas des 1100 morts au Liban, tués par des frappes israéliennes. Tel ne fut pas le cas des 1000 morts en Cisjordanie depuis l'automne 2023. Et aucun de ces morts ne conjurera l'horreur absolue du 7 octobre. L'Occident américanisé se veut civilisation, mais qu'y a-t-il de civilisé à faire passer la guerre pour un jeu vidéo? Les publications sur X de la Maison-Blanche assimilant les frappes à des jeux sportifs sur Nintendo, vous pouvez aller vérifier, ou celles couplant les images de la guerre à la musique de Star Wars, comme le fait l'armée israélienne dans sa communication grand public et officielle, sont indignes. La guerre n'est ni un jeu vidéo, ni un jeu d'enfant. Elle est dans les quartiers sud de Beyrouth, le fracas des explosions qui terrorisent les civils, contraints de respirer l'odeur du phosphore blanc, parmi d'autres substances dont ils craignent la composition chimique. La guerre illégale de Trump et Netanyahou, c'est déjà la mort d'un soldat de la France, un soldat de trop, et nous nous joignons à l'hommage rendu ce soir. Si cette guerre n'a pas de but clairement affiché, si aucune victoire revendicable ne semble à portée de vue, si chaque jour le décompte des morts inutiles croît, alors pour qui et pourquoi cette guerre? Pas pour les peuples de la région, eux qui voient la mort en face à chaque bombardement. Pas plus pour les peuples européens. Je ne parle pas des Français qui étaient à l'investiture de Trump et qui sont à l'abri. Mais je parle du Français qui n'a d'autre choix que d'aller à la pompe pour aller travailler, celui-là même qui a pris de son temps et de son salaire pour occuper les ronds-points en 2018, car c'est le même. Alors à qui bénéficie cette guerre? Pas à l'État, évidemment. Vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, et ce genre de délire complotiste ne sont pas dans nos discours, fort heureusement. Mais comme en 2022 aux sociétés pétrolières et gazières et à leurs actionnaires. Madame la ministre de l'Énergie a déclaré cet après-midi au Sénat que ce que le contribuable ne payait pas aujourd'hui, il devra le payer demain. Mais de quel contribuable parlons-nous? Le capital a toujours besoin qu'on lui torde le bras pour qu'il se montre patriote. Ce n'est pas aux classes populaires de payer les pots cassés. Y êtes-vous prêts et comment? Au-delà du dialogue avec les acteurs de l'énergie et des mesures sectorielles, c'est ma deuxième question. Et la France et l'Europe dans tout cela? Au front commun qui s'est formé après l'agression russe de 2022, s'est substituée une cacophonie européenne. Je cherche la position commune des Européens que vous avez évoquée dans votre discours, Monsieur le Premier ministre. La présidente de la Commission européenne se prend pour la chef d'orchestre qu'elle n'est pas. Le chancelier allemand, quant à lui, soutient la logique de l'attaque israélo-américaine et la rectification faite hier par le président allemand n'y change rien. Le chancelier n'a pas non plus repris du président américain lorsque celui-ci a proféré des menaces inadmissibles à l'encontre de Pedro Sanchez. J'aimerais savoir votre position, Monsieur le Premier ministre, sur ces déclarations, comme sur celle beaucoup plus indiquée du président du gouvernement espagnol, qui a marqué, avec les outils dont il disposait, son opposition à une guerre illégale. Où se situe la France entre ces différentes options? C'est ma troisième question. Nous saluons évidemment et sincèrement la saisine du Conseil de sécurité de l'ONU par le président Macron, mais nous regrettons notre timidité diplomatique. D'abord, ni le président Macron ni le gouvernement n'ont condamné l'agression israélo-américaine. Constater qu'elle se fait en dehors du droit international ne suffit pas. Nous vous donnons l'occasion ce soir d'éclaircir les choses, de les nommer pour ce qu'elles sont et de condamner. C'est ma quatrième question. Ensuite, qu'est-ce qui retient la France d'imposer un rapport de force au gouvernement israélien? La prudence diplomatique ne peut se confondre avec la naïveté. Monsieur le ministre, pourquoi nous contentons-nous de mesures sans effet, telles que des sanctions financières contre les colons violents et les ministres extrémistes du gouvernement israélien? L'annexion de facto de la Cisjordanie, l'occupation du Sud-Liban, qui risque de devenir, comme l'a déclaré aujourd'hui Antonio Guterres, un nouveau Gaza, et le risque d'épuration dans les territoires palestiniens colonisés
sont ordonnées par le Premier ministre Netanyahou lui-même. À la suite de votre déplacement, vous avez déclaré, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, que les autorités israéliennes vous avaient assuré qu'elles mettraient tout en œuvre pour préserver les populations et les infrastructures civiles au Liban. Comment les croire après ce qui s'est passé à Gaza, quand on sait que le ministre Smotrich a promis de faire de Dahiyeh un nouveau Khan Younes, cette ville du sud de Gaza entièrement rasée? Comment dire notre refus de voir le Liban devenir une variable d'ajustement? Quels moyens de pression envisagez-vous d'activer si le gouvernement ne respectait pas son engagement, gouvernement israélien, ce qui sera le cas? C'est ma 5e question. Récemment, le président Macron a déclaré que pour être libre dans ce monde, il fallait être craint et que pour être craint, il fallait être puissant. Mais ajoutons que pour être puissant, il faut être crédible. Monsieur le ministre, la France n'est pas de ces nations qui oscillent entre la violence et le droit. La France est crédible dans l'arène mondiale quand elle parle au peuple plutôt qu'aux empires et quand elle accorde ses paroles à ses principes. Dès lors, condamner fermement l'agression américaine et convaincre nos partenaires européens de faire de même participerait du repositionnement du continent européen sur la scène géopolitique. Renouer un dialogue approfondi et constant avec le Sud, et pas seulement au moment le plus aigu de la crise, nous en avons déjà parlé dans d'autres débats 50-1, est une de ces conditions de notre crédibilité. Dans le cas d'espèce, nous avons besoin de l'Inde, du Brésil et de la Chine pour peser sur l'Iran, pour donner corps concrètement aux exhortations faites à Téhéran de reprendre le dialogue et qui sont absolument nécessaires. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, la guerre en Iran, après les droits de douane l'année dernière, le coup d'État au Venezuela et les menaces sur le Groenland, n'est pas la dernière de nos peines face à Trump. Il est enfin l'heure pour nos amis et partenaires européens de dessiller leurs yeux. Nous devons les y aider, car qui d'autre que nous, à part peut-être les Espagnols? L'héritage gaulo-mitterrandien de la France nous permet d'être les plus à même de réagir à ce moment de bascule. La naïveté serait létale, la renonciation aux principes coupable, et le monde a besoin de la voix de la France. Nous ne demandons qu'à vous entendre encore plus clairement que ce n'est le cas aujourd'hui.